parce qu'effectivement, le pendant de l'interdiction, effectivement, l'interdiction de toute perspective de voir l'Iran accéder à l'arme nucléaire, le pendant, c'est le statut d'exclusivité d'Israël en matière d'accès à la bombe nucléaire. Ça, c'est le non-dit et la part d'hypocrisie de ce discours, de ce narratif, en fait. C'est derrière l'interdiction absolue de voir, en fait, au-delà de l'Iran, toute puissance de la région, autre qu'Israël, pouvoir accéder à la puissance nucléaire, c'est une manière aussi, sans le dire, de défendre le monopole d'Israël en la matière. Et là, pour le coup, c'est beaucoup plus intéressant de le dire en ce sens, parce qu'on comprend mieux, et puis nos téléspectateurs pourront mieux comprendre les enjeux stratégiques, symboliques et politiques de cette guerre. On a l'impression d'avoir affaire à une administration Trump qui découvre l'hypothèse et ses conséquences. Et donc, quand même, encore une fois, pris pour finalement à sous-estimer, en fait. Voilà, et avec donc des mises en perspective quasi quotidiennes. Donc aujourd'hui, on nous parle d'une opération terrestre dans la région. C'était pas prévu, ce n'était pas l'objectif. Ce qui, par conséquent, nous renvoie à l'objectif de guerre ou aux objectifs de guerre, ce qui est quand même la première question à se poser. C'est devenu un objectif de guerre alors qu'ils ne pensaient pas que ça allait l'être, en fait. C'est peut-être ça que vous êtes en train de dire. À partir du moment où on redéfinit un éventuel objectif de guerre à chaque nouvelle journée, ça nous renvoie à ce sentiment vertigineux de ne pas savoir ce que recherchent véritablement les Américains dans cette guerre. Pour le coup, on a une idée un peu plus précise côté israélien, mais côté américain, on navigue à vue. Avec un Parce que viser de telles centrales de dessalement constituerait un crime de guerre, parce que les victimes directes de telles destructions seraient la population civile, des civils. Et comme vous le savez, le droit international de la guerre, ou le droit international humanitaire, repose sur la distinction entre les combattants, ceux qui font la guerre, et les civils. À partir du moment où Donald Trump assume de telles cibles qu'il considère comme stratégiques, eh bien, en vérité, il réaffirme son indifférence par rapport au droit international. Alors, on va me dire, oui, tout ça, c'est théorique. Sauf que, non, c'est concret. Le fait d'ignorer les lois de la guerre, le fait d'ignorer le droit international humanitaire, concrètement, c'est une manière de se reconnaître un blanc-seing pour tuer des civils directement ou indirectement. D'où l'intérêt de respecter un minimum de règles, y compris en temps de guerre. Général. Oui, incontestablement, il faut bien interpréter, comme on le fait actuellement, le silence de Vladimir Poutine. C'est un silence jouissif pour lui, en fait. Cette opération va dans le sens de ses intérêts, à la fois matériels, ça a été rappelé, mais aussi immatériels. Je m'explique. L'opération israélo-américaine a consisté finalement à agresser un État souverain pour des motifs qu'on pourrait discuter, mais ça va dans le sens d'une conception des relations internationales russes, à savoir basée sur le rapport de force. D'ailleurs, le même motif a été invoqué par Vladimir Poutine pour agresser l'Ukraine. C'est le motif de la guerre préventive, qui n'a aucune valeur en droit international, et le caractère préventif a été également invoqué par Israël et les États-Unis. Donc pour lui, son narratif se trouve justifié, sa manière de percevoir les relations internationales aussi, et c'est aussi pour cette raison que la Chine est silencieuse. La Chine regarde tout ce qui se passe en se disant, eh bien, le jour où je déciderai d'envahir Taïwan, qui est son obsession stratégique pour le siècle, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui rétorquer? Que c'est illégal, de toute façon, une infraction du droit international, qu'il faudrait respecter le peuple taïwanais. Les Chinois vont nous renvoyer à toutes les opérations auxquelles on assiste depuis ces dernières années, où les Européens ont été incapables de s'en tenir aux principes et valeurs qu'ils ont inscrits dans leur traité fondateur au sein de l'Union européenne, à savoir le respect de l'état de droit, le respect du droit international, et on va donc être, du point de vue du narratif et du point de vue donc diplomatique, complètement neutralisé, et c'est ainsi qu'il faut comprendre le silence russe et chinois. Alors,
Et le conflit marque aussi une défaite diplomatique pour ces monarchies. Pourquoi ? Parce qu'elles étaient contre le déclenchement de la guerre. Elles ont été incapables de convaincre Donald Trump, alors qu'elles ont misé sur cette capacité de conviction. Ça n'a pas du tout marché. Elles vont tirer les conséquences d'une manière ou d'une autre de cet échec, en particulier du côté de l'Arabie Saoudite. Et c'est un élément à prendre en considération pour l'après-guerre. Est-ce que finalement cette guerre va avoir un impact sur les choix stratégiques du point de vue du rapprochement notamment avec Israël et des relations avec les États-Unis. Rappelons-nous que l'attaque notamment israélienne contre le Qatar avait créé une onde de choc déjà à l'époque. On va voir ce que va donner ce conflit dans les relations entre les puissances de la région. Alors encore une Comment dire, un paradoxe, pour utiliser un doux euphémisme. Donc, dans la mesure où, effectivement, le gouvernement israélien et un certain nombre de commentateurs présentent donc cette opération, cette séquence, comme la démonstration de la réalité de la menace existentielle contre Israël. Alors, c'est assez tordu comme raisonnement, je trouve, dans la mesure où, quand même, pour être totalement factuel, la guerre a été déclenchée par une opération militaire israélo-américaine. Donc, il y a eu quand même un crime d'agression, violation de la souveraineté iranienne, violation de l'intégrité territoriale iranienne et bombardement de Téhéran, la capitale, etc., etc. Donc il y a quand même initialement, au début, comme un fait déclencheur de la guerre, une opération militaire israélo-américaine. Mais avec quelque chose, on le sait, qui dure quand même depuis bien avant ça. Et en fait, finalement, des agressions qui sont échangés, comme le Hezbollah, notamment au Liban, et qu'on le sait. Le Hezbollah, c'est pas l'Iran. Oui, mais ça relève quand même, on le sait, le proxy est donc à côté sur la région et soutenu par l'Iran. Et même les roquettes du Hezbollah sont intervenues après l'intervention militaire israélo-américaine. Oui, on sait bien que ça date quand même d'avant, il y a un mois. Deuxièmement, donc forcément, il y a une réaction iranienne, ce qui est assez logique, une réaction militaire. Et une fois qu'il y a cette réaction, on la qualifie comme démontrant l'existence d'une menace existentielle, alors que la menace existentielle était le motif initial. C'est un raisonnement, comment dire, assez, pour le moins tordu, dans la mesure où on provoque une réaction, une fois qu'il y a une réaction militaire, elle tendrait à montrer la menace existentielle. C'est quand même une guerre. Moi, je trouve que si on devait aller jusqu'au bout du raisonnement, et autant le dire, en gros, la menace existentielle qui pèserait sur Israël serait représentée par le fait que certains de ses voisins ont des capacités militaires, tout simplement, pour être totalement avec clair. Avec des menaces quand même qui partent de toutes parts, on le sait, et des attentats c'est quand même un régime qui ne se cache pas de vouloir détruire Israël depuis 47 ans, qui utilise quand même des organisations qu'on appelle proxy. On va écouter sur place, écoutez le ministre des Affaires étrangères, pardon. Elle s'est propagée à l'intérieur de la Terre plutôt que... Là, l'argument du respect du droit international devrait être mobilisé, invoqué. C'est tout son intérêt. Ces images ne devraient pas exister. Des bâtiments civils, des civils ne devraient pas faire l'objet finalement j'allais dire d'attentats, mais en tout cas d'être ciblés par la puissance adverse. Le problème, c'est que précisément, dès lors qu'on pose comme postulat d'une guerre, qu'elle soit totale, c'est-à-dire qu'elle se départisse de part et d'autre du respect des lois de la guerre, ça donne une forme de normalisation, et d'où l'intérêt du droit international, pour protéger les civils. Alors, autre aspect quand même, c'est aussi la question de qui sont ceux qui sont intervenus pour finalement déplorer aussi cette situation. Du président israélien, alors jusqu'au ministre du gouvernement israélien qui sont présents, on attend encore le Premier ministre. Je n'ai pas encore vu sa présence. Il s'est rendu sur place, mais on sait que pour des questions des fois de sécurité, les images en fait sont diffusées. D'accord, ok. Il est là, qui ne sont pas forcément directes. On sait que Benjamin Netanyahou s'est rendu à Arad, en tout cas ce matin. Mais pour l'instant, en effet, pour des questions de sécurité, on n'avait pas forcément les images. Ils vont assurer leur rôle institutionnel, politique, à la fois de représentants de l'État, de protecteurs de la société civile, de la population civile. Sauf que du point de vue précisément du droit international, on a affaire à la fois à un État qui est poursuivi pour génocide devant la Cour internationale de justice,
aujourd'hui, pas il y a des années. Et on a un Premier ministre, Benjamin Netanyahu, qui fait l'objet d'un mandat pénal international pour mais encore une fois là peut-être que en tout cas sur le quotidien en tout cas des Israéliens c'est de la consultation. Je comprends bien mais c'est vrai et on disait sur le droit international malheureusement que ce soit de toutes parts de toute façon que ce soit en fait Donald Trump, que ce soit Vladimir Poutine et que ce soit le régime iranien et peut-être en effet que ce soit les Israéliens, le droit international a été piétiné. Ce serait intéressant en effet de le respecter mais on peut dire que ça en tout cas aujourd'hui de tous les côtés. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à cette émission. Vous savez qu'il y a une autre actualité en France. La fascination de Donald Trump à l'égard de la puissance américaine. Il est spectateur de cette hyperpuissance et on constate une vraie jouissance face à cette capacité d'exercer un leadership sur la première armée du monde. Il y a cet aspect quand même dans cette guerre. Mais c'est pas totalement nouveau. Il a toujours manifesté un attrait particulier pour la force en général et pour la puissance militaire en particulier, parce que en fait, ce qui le frustre Donald Trump fondamentalement, c'est comment la première puissance militaire mondiale ne pourrait pas imposer sa volonté unilatérale. Oui, et écraser un autre pays de façon assez rapide, j'ai envie de dire. Exactement. Là, il voit que finalement, ça prend beaucoup plus de temps que ce qu'il avait peut-être prévu. Exactement, et y compris sur le plan économique et commercial. Pour lui, la puissance militaire devrait se traduire par finalement une traduction matérielle, y compris commerciale et économique. Donc, il y a une frustration, et le fait que cette guerre perdure, nourrit d'autant plus cette frustration. Il ne comprend pas l'équation. Comment la première puissance militaire mondiale n'arrive pas à écraser finalement et à obtenir ce qu'il a demandé. Rappelons-le, parce que là il y a une contradiction. Il a exigé une capitulation totale. Il y a une frustration, et le fait que cette guerre perdure nourrit d'autant plus cette frustration. Il ne comprend pas l'équation. Comment la première puissance militaire mondiale n'arrive pas à écraser finalement et à obtenir ce qu'il a demandé. Rappelons-le, parce que là il y a une contradiction. Il a exigé une capitulation totale. Et d'une certaine manière, en exprimant cette volonté très tôt dans le conflit, il s'est piégé politiquement. Parce que face à un régime comme celui des mollahs iraniens, c'est difficile à imaginer de pouvoir obtenir une capitulation totale d'un régime qui, d'une certaine manière, joue sa survie. Oui. Donc là, il s'est piégé d'un point de vue rhétorique et stratégique, et il se retrouve donc à essayer de rattraper cet engagement-là par ce type de narratif consistant à souligner qu'il a vaincu totalement l'Iran, alors même que, ce n'est pas très surprenant, eu égard à la nature de cette guerre, on peut qualifier de dissymétrique, c'est-à-dire qu'il y a une force... Oui, et qu'encore hier, on voyait des dirigeants... S'agissant effectivement de cet embrasement, bien sûr que c'était prévisible. Premièrement parce que les Iraniens l'ont dit explicitement. Ils ont déclaré auprès de leurs voisins, attention, s'il y a une guerre, si nous sommes agressés, nous réagirons notamment en ciblant les bases militaires américaines, anglaises et autres qui sont sur vos territoires. Donc ça a été, la menace était explicite. Donc ça n'était pas de nature à surprendre qui que ce soit. Et deuxièmement, alors c'est problématique naturellement pour les intérêts, y compris de la France et des Occidentaux, eu égard, alors non seulement aux bases militaires présentes, mais également aux infrastructures pétrolières et aux compagnies pétrolières occidentales présentes dans ces pays. Mais il n'empêche, s'il y a embrasement, dans le processus, il y a eu un acte déclencheur de cet embrasement. Et l'acte déclencheur, pour ne pas céder à une forme de révisionnisme historique, c'est quand même l'opération israélo-américaine contre l'Iran. Et là, vous voulez rajouter ? Le
l'offensive israélienne au sud du Liban prend une tournure catastrophique sur le plan humanitaire. Il y a un déplacement forcé de la population, ce qui est illégal sur le plan du droit international. Je sais que le droit international est un élément qui est neutralisé pour analyser la situation dans cette région, mais il n'empêche, force est de constater à la fois des crimes d'agression, des occupations, des invasions. Tout cela est illégal, et donc en grande partie normalement illégitime, notamment d'un point de vue démocratique. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est si la France s'engage, c'est parce que vous avez une entité onusienne qui s'appelle la FINUL et qui est composée de nombreux soldats français et qui est maintenant ciblée de facto par des bombardements israéliens. Et ça, c'est une donnée assez remarquable parce que déjà qu'une entité onusienne soit ciblée, c'est exceptionnel, mais qu'en plus il y ait des soldats français qui puissent être d'une manière ou d'une autre victimes, ça pourrait créer un incident exceptionnel entre les deux États. Donc il faut absolument s'engager sur le plan diplomatique pour faire baisser la tension d'une certaine manière, mais effectivement, je ne vois pas actuellement la France pouvoir imposer quoi que ce soit aux Israéliens qui sont quand même mus par une volonté très très ferme. Il suffit d'aller regarder un peu les expressions des responsables politiques israéliens actuellement sur ce qui se passe au sud Liban. Pour eux, c'est une opportunité historique pour neutraliser le sud du pays, donc pour imposer une occupation de fait qui serait illégale, mais qui serait la traduction finalement d'une démarche hégémonique dans la région, qui s'inscrirait donc dans ce qui se passe historiquement. Oui. Et donc là, je ne vois pas très bien les moyens pour la France d'inverser la logique. De toute façon, je vois que l'idée n'est pas d'imposer.